Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier de nos 2 derniers cours de l'année. Donc on va continuer notre axe 1 du thème 4. Et après avoir vu un petit peu la diffusion de l'imprimé, son importance et surtout l'âge d'or de la presse, nous allons explorer 2 autres formes de médias qui vont diffuser au cours de l'histoire de l'information grâce à des innovations et des inventions, d'accord, qui vont permettre justement cette diffusion. Et donc aujourd'hui, on va s'attarder sur l'information audiovisuelle, puisqu'au final, on était dans de la presse écrite, parfois avec des dessins visuels pour attirer un peu le chaland, si vous me permettez l'expression. Peu à peu va se développer une autre forme, d'autres formes de médias qui sont soit plus centrées sur l'image comme témoin, ou sur l'effet direct de l'annonce qui permet de suivre l'actualité en temps et en heure. Et donc, nous allons voir cela avec notre grand 2, l'information audiovisuelle, la radio et la télévision comme médias. Alors, comme on l'a vu lors de notre premier chapitre, le chapitre d'introduction, on s'est rendu compte qu'en fait, la radio et la télévision allaient coexister avec la presse pendant un certain temps, mais peu à peu, la presse allait perdre un petit peu de sa superbe au profit de ces médias-là. Donc en fait, on commence vraiment à avoir une utilisation de la radio et du cinéma pour les informations dans l'entre-deux-guerres. D'accord ? Même si la presse a toujours une grande importance. On l'a déjà expliqué, la presse, elle perd de sa superbe pour 2 raisons. Lors de la Première Guerre mondiale, parce que c'est un média de propagande qui forcément fait mauvaise figure du coup. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement puisque la liberté de la presse n'est pas assurée, étant donné qu'il n'y a que certains journaux qui sont autorisés. Et c'est ça aussi qui va faire que peu à peu, on va avoir un déclin de la presse. Donc il faut savoir que le premier journal radio, il va dater de 1925, donc c'est relativement tôt. C'est à une époque où la radio, elle n'est pas encore vraiment considérée comme un média de masse. C'est un média qui est réservé presque à une élite, puisque un poste de radio, c'est un gros meuble qui coûte extrêmement cher encore à l'époque et qui est surtaxé. Donc c'est un média encore très restreint. On a aussi d'autres formes d'informations qui passent dans ces années-là, dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on va avoir les actualités filmées parlantes de Pathé qui vont débuter en 1929. Donc vous avez ici donc une image, cette photographie qui est tout simplement la photographie d'une salle de cinéma, la première salle de cinéma allemande, qui est dédiée uniquement aux actualités à Berlin. Donc c'est une salle qui a ouvert en septembre 1931. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, alors que la télé n'existe pas encore, on va au cinéma, et dans certains cinémas, on diffuse les actualités filmées. Donc on va avoir des cinéastes qui vont filmer, par exemple, les conflits, les problèmes, les faits divers au moment où ils arrivent et qui vont retransmettre ces actualités directement au cinéma. Donc c'est un peu l'ancêtre de la télévision si vous voulez. Et c'est très très parlant à l'époque puisque ça attire énormément de monde. Voilà. Donc dans un premier temps, bien évidemment, on va travailler sur la radio, puisque c'est le média qui vient en premier, de façon chronologique. Puis nous travaillerons sur la télévision, toujours d'accord dans un même système, c'est-à-dire que je vous inviterai à regarder les documents dans votre manuel avant, bien évidemment, de regarder la vidéo, puisqu'ensuite nous ferons un commentaire de ces documents et je vous donnerai avec cette vidéo bien entendu la synthèse écrite qui vous permettra d'avoir un peu la base de tout et le résumé de tout ce qu'on va dire ici. Nous allons donc commencer par la radio avec notre grand A. La radio, l'information en direct. Vous allez voir, c'est très important, cette radio comme information directe, parce que bien évidemment, on va avoir des
bulletins différés, mais aussi la radio va servir comme média pour être au cœur de l'actualité, puisque les messages, par exemple politiques, sociétaux, que l'on va vouloir faire passer par la radio, vont être écoutés en direct par beaucoup d'auditeurs qui vont vivre l'actualité en direct. C'est très important puisque la presse ne permettait pas du tout de faire ça, et c'est quelque part une innovation dans le type de médias auquel on peut avoir accès. On commence donc par ce document 1, la crise du 6 février 1934. Alors c'est un document qui est très important et intéressant, donc je vous invite à mettre pausé pour le lire. Tout d'abord, il faut voir que c'est un communiqué du président du Conseil, Édouard Daladier. Donc à cette époque, on est sous bien évidemment la Troisième République. Donc celui qui dirige la Troisième République, c'est un président du Conseil. Alors je vous invite, si vous ne comprenez pas trop ce système, à vous référer à votre cours sur les institutions de la Troisième République. D'accord. Donc en fait, Édouard Daladier, qui est à cette époque président du Conseil, il va aller diffuser un communiqué sur Radio Paris, donc en direct, pour réagir aux événements qui se sont passés le 4, 5, 6 février 1934, c'est-à-dire des ligues d'extrême droite qui manifestent violemment à Paris notamment, dans le but de refuser, si vous voulez, d'empêcher la constitution du gouvernement qui doit être constitué à l'issue d'élections, qui est un gouvernement bien évidemment plutôt, on va dire, de gauche, en tout cas de la gauche de l'époque. Et du coup, ces ligues d'extrême droite réagissent très violemment dans les rues de Paris, manifestent très violemment pour justement un petit peu dans une démarche anti-parlementaire pour lutter contre le Parlement et donc le nouveau gouvernement qui doit être constitué. Il faut savoir que quand on dit que c'est violent, c'est vraiment très violent puisque il y a eu des morts, d'accord, lors de ces manifestations, lors de ces émeutes, pratiquement. Et donc, Édouard Daladier se sert ici de la radio pour transférer son message, d'accord ? Et donc, ça nous montre que la radio, c'est un nouveau média qui permet de transférer, quelque part, de transmettre, de diffuser la puissance politique, d'accord ? Les hommes politiques, ils vont rapidement accorder de l'intérêt à la radio, surtout en situation de crise, parce que ça leur permet de toucher une large population, de réagir vite et d'avoir un message clair. Donc, en fait, la radio, elle est presque transformée en arme politique, en médias presque d'opinion politique, puisque là, Daladier va clairement condamner ce qui s'est passé et essayer de rétablir l'ordre dans un Paris qui est très très chamboulé. Et du coup, on voit que c'est vraiment le média par excellence, puisque chaque Français chez lui va pouvoir entendre le président du Conseil condamner ses actes. Et donc savoir, dans l'immédiateté, d'accord, le point de vue politique et le point de vue défendu par le président du Conseil. C'est quelque chose qui existe actuellement, moins à la radio, plus à la télé. Vous avez pu le sentir notamment lors du coronavirus, puisque Emmanuel Macron, le président, s'est adressé aux Français à 20h, plusieurs soirs durant le confinement, pour fixer la ligne politique et annoncer, entre guillemets, les grandes lignes qu'il allait suivre et mettre en place lors du confinement. Donc, vous voyez à quel point, en fait, la radio, c'est un peu l'ancêtre de la télé à cette époque. La télé ne pouvait pas être en direct, alors que la radio apportait ce côté direct qui pouvait en faire une véritable arme politique. Donc, on passe du coup à notre document 2, et ce document 2, je vous invite à mettre pause et à le regarder attentivement, puisqu'il nous montre la diffusion de la radio. Alors, la diffusion de la radio en soi, c'est pas très important pour comprendre en quoi il révolutionne, mais ce qui est important, c'est pour voir comment en fait la radio et à quel moment la radio est devenue un média un peu dit de masse. Donc ce qu'on voit, si on regarde le nombre de postes récepteurs en millions, on voit que les États-Unis dominent largement. C'est le pays qui a le plus de postes récepteurs, que ce soit en 1938 ou en 1949. Voilà, ils dominent largement. On voit également qu'il y a un véritable retard des puissances européennes.
d'accord, qui au final ont très peu en millions de postes. Par contre, si on regarde pour 1000 habitants, on a quand même une Europe qui a un nombre, on va dire, un peu important de radios. Donc ça veut dire que même si 1 million, c'est pas énormément de postes, et si on le rapporte à la population, on voit qu'il y a quand même une grande partie de la population qui s'est équipée. Alors, il y a l'exception de l'Allemagne qui perd, vous voyez en bas, qui perd des postes par 1000 habitants, pour 1000 habitants, tout simplement parce que à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est ruinée, et comme la radio, c'est quand même une dépense superflue pour la survie, il y a de moins en moins de postes. On les revend, etc. On voit aussi qu'il y a une réelle progression du Japon entre 1938 et 1949, alors que dans des pays, on va dire, moins développés, comme l'Algérie et l'Inde, on va avoir vraiment un média qui reste inexistant, d'accord. Donc, mine de rien, la diffusion de la radio, elle se fait beaucoup plus vite dans les pays riches, mais également dans les pays qui sont à l'origine des radios, puisque je vous rappelle que les premiers postes radio sont américains. Voilà. C'est juste pour vous montrer à quel moment on bascule un peu dans un média de masse avec la radio. Donc le document 3. Alors le document 3, c'est un des documents les plus intéressants qu'on a ici. Vous avez du coup, alors c'est pas une... Enfin voilà quoi, c'est une photographie, donc une photographie colorisée. À l'époque, elle n'était pas de ces couleurs, d'accord. C'est une photographie colorisée du président Roosevelt, donc Franklin Delano Roosevelt, le président notamment qui est à la tête de l'État lors de la Seconde Guerre mondiale, de l'État bien évidemment des États-Unis, qui en fait va vraiment se servir du média radio pour expliquer sa politique, annoncer sa politique aux électeurs américains. Donc en fait, lui, il fait vraiment ce qu'on appelle un peu des conversation directe avec les Américains, avec les concitoyens. Ça lui permettait de gérer sa communication, mais également tout simplement d'avoir un média rapide, facile d'accès et direct, et surtout éviter bien évidemment l'intermédiaire papier qui pouvait parfois un peu déformer les propos, etc. Surtout quand ils avaient un ancrage poétique fort. Là, honnêtement, il dit son discours qui est interprété presque brut par les Américains. Donc là, la photo, elle date de 1938, mais il faut savoir que vraiment, entre 1933 et 1944, je vous rappelle que Franklin Delano Roosevelt, il va mourir en 1945, on va vraiment avoir de nombreuses interventions à la radio, où Delano Roosevelt va vraiment, si vous voulez... parler longuement avec les Américains. Vraiment, on voit en plus qu'il est très à l'aise dans ce type d'exercice, puisqu'il emploie une voix calme, maîtrisée, presque comme une conversation lambda, etc. C'est pour ça qu'on a appelé pendant très longtemps ces émissions les causeries au coin du feu, puisque tout simplement, on a vraiment l'impression qu'on est dans une discussion avec presque un ami, une connaissance. Voilà. Donc, bien évidemment, elles sont écoutées par une très large part de la population, ce qui permet vraiment à la radio d'être un média influent et qui est presque instrumentalisé par les hommes au pouvoir, puisque ça leur permet tout simplement de mettre en place leur politique. Il faut savoir que les discours sont écoutés par des millions d'Européens dans un cadre où il y a presque 90% des foyers qui possèdent un poste de radio aux États-Unis. Donc, c'est vraiment le média par excellence qui à ce côté direct qui permet vraiment pour les hommes politiques de mettre en place tout simplement leur politique. Voilà. Ensuite, on a un document 4 qui est très très intéressant puisque c'est le document de l'événementiel. Il s'agit tout simplement, d'accord, de voir l'usage de la radio pendant la crise de mai 68. Donc, j'imagine que vous avez tous déjà entendu parler de la crise de mai 68, qui est une crise politique, sociale, économique, bref, de toutes sortes, qui vraiment montre la scission entre deux groupes de la société, un groupe d'ouvriers syndicales, plutôt les jeunes également, qui voient une véritable rupture entre leur façon de vivre, leur façon de penser, leur mentalité, avec la politique mise en place par le général de Gaulle, qui est alors
président, Charles de Gaulle, d'accord, qui a une politique assez militaire, ancienne France, avec une image de la famille très ancrée, voilà, bon, une image de la droite de l'époque, si vous me permettez l'expression. Et donc, une véritable rupture. Et il va y avoir, si vous voulez, ça va créer des conflits dans une France presque divisée. Et en fait, le problème à cette époque, c'est que beaucoup de personnes ne sortent plus de chez eux, puisque vous savez qu'il y a des barricades à Paris, qu'il y a des pavés qui sont lancés, les forces de l'ordre qui patrouillent, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus au travail, etc., qui ne sortent plus. Et du coup, la presse va connaître vraiment, si vous voulez, un déclin à ce moment-là, puisque bien évidemment, on va avoir du mal à s'informer. Mis à part par un média, la radio, qui est, comme l'a dit Daniel Edman en 68 dans l'Express, le cordon ombilical qui relie la France à sa révolution, puisque tout simplement la radio, elle va permettre à chaque Français d'avoir, grâce au transistor, donc une nouvelle forme de radio beaucoup plus accessible, moins grosse, moins chère, etc., va permettre d'avoir chaque Français l'information chez lui, et donc un rapport individuel à l'information sans intermédiaire qui pourrait, entre guillemets, orienter politiquement tout ça, même si bon, y a bien évidemment de l'orientation politique dans la radio, puisque les radios principales en France, ce sont des radios qui sont contrôlées par l'ORTF, donc l'Office de radiodiffusion télévision française. Donc en fait, tout simplement, l'organe d'État qui gère la télévision et la radio. Mais comme on l'a dit dans notre introduction, on va avoir des radios périphériques comme RTL, donc Radio Luxembourg ou Europe 1, qui échappent au contrôle de l'ORTF justement, et qui vont permettre de documenter la crise de mai 68 sans contrôle de l'État et d'amener directement dans chaque foyer l'information aux Français. Donc c'est vraiment très important. Et donc chaque jour, on a un petit peu des rapports presque pas de guerre, vous voyez, parce que c'est un conflit civil avec une révolte, une révolution civile, mais presque voilà des rapports de guerre chaque jour qui est fait par la radio pour savoir un peu comment avancent les principales annonces, etc. Donc c'est là où l'usage de la radio et par les autorités qui vont essayer de censurer et par les auditeurs qui vont tout de même se relier à la radio via les radios périphériques, etc., très intéressant et qui montre à quel point la radio apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à la presse et s'impose un peu comme média d'excellence à l'époque. Voilà. Enfin, document 5, c'est un document un peu plus trivial, un peu plus marrant si vous me permettez l'expression, d'accord ? Puisqu'on voit en fait tout simplement une photographie qui montre la voiture de la radio Europe 1 sur le Tour de France en 1962. Donc on n'est pas uniquement dans un média qui permet aux politiques de s'imposer, d'utiliser le média, mais on est également dans un média qui va permettre le divertissement et l'information divertissante en faisant vivre instantanément pas uniquement les événements politiques, les événements sociaux, mais également les événements de divertissement. C'est le cas ici avec tout simplement le Tour de France, d'accord. Donc, on peut faire ça grâce à des améliorations techniques qui ont permis justement l'émergence du radio-reportage d'un point de vue politique. Donc ça veut dire on peut se déplacer dans la rue et interroger des gens qui vont être directement retransmis à la radio, ou en différé, mais en tout cas qui vont être retransmis à la radio. Et on peut aussi permettre aux auditeurs de vivre des événements du coup en direct, comme la Tour de France ou la radio Europe 1, grâce à un transistor portable, entre guillemets, va pouvoir diffuser, si vous voulez, en direct les événements avec un reporter qui parle dans le micro et qui va interroger des gens. Donc on est sur une nouvelle forme aussi d'utilisation de la radio, c'est très très important, et notamment celles qui vont se lancer entre guillemets en premier dans cette aventure, ce sont les radios périphériques, vous vous souvenez, donc RTL, Europe 1, etc., qui vont aujourd'hui encore diffuser le Tour de France en direct, puisque c'est un peu leur marque de fabrique. Voilà, donc si on doit faire un peu une synthèse de tous les documents, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, on voit que les documents, ils font apparaître le caractère instantané du traitement de l'information.
à travers de deux principaux usages d'information. Tout d'abord, l'information directe. Ça, on l'a vu notamment avec le DOC 4 et le DOC 5, donc avec la crise de mai 68 et le Tour de France, on voit vraiment que l'information, elle est en direct. Mais on voit aussi que ce média, il est utilisé politiquement, comme on l'a vu notamment avec Roosevelt, etc. Le DOC 5, il permet aussi d'évoquer l'apparition d'une information spectacle à travers l'exemple, par exemple, des événements sportifs, mais d'autres en direct. Donc tout ça, ça va permettre aussi d'attirer, comme les journaux, vous vous souvenez, faisaient un peu de la sensation, faisaient des faits divers pour attirer les gens qui n'étaient pas forcément intéressés par la politique, qui écoutaient, enfin qui lisaient, et ensuite s'intéresser peut-être un peu à la politique. On a le même fonctionnement sur la radio avec des événements de divertissement, des événements sportifs, de mode, peu importe, retransmis en direct qui permettaient d'attirer sur la radio et après de diffuser aussi, par exemple, des nouvelles d'actualité ou même des nouvelles politiques, puisque comme on l'a vu avec les documents, on a ce développement de nouvelles techniques de communication qui fait apparaître de nouveaux enjeux pour les autorités et notamment le contrôle de la radio, en tout cas la diffusion de messages politiques comme Édouard Daladier, on l'a vu au début, avec les événements du 6 février 1934, d'accord, et qui permet justement aussi d'instrumentaliser, puisque Édouard Daladier là va diaboliser un peu l'extrême droite, à raison ou à tort, hein, bien évidemment, mais va diaboliser l'extrême droite et va mettre en place une politique pour sécuriser les événements, effectivement. C'est quelque chose qui est très employé, on l'a vu aussi par Roosevelt, pour développer aussi, entre guillemets, un électorat de confiance, pour développer une relation de confiance avec ses électeurs, puisque ces causeries au coin du feu n'étaient pas seulement que la politique, mais des discussions de société, etc. Un peu comme si vous voulez ce que ferait par exemple un Jean-Luc Mélenchon actuellement avec sa chaîne YouTube, donc pour toucher des populations plus jeunes et discuter de sujets politiques, mais aussi d'autres sujets de société pour un peu mobiliser un nouvel électorat. Voilà. Donc, on voit vraiment, d'accord, que l'enjeu du traitement instantané, aussi de la possibilité de direct, de la possibilité d'avoir une variété de contenus qui sont des contenus parfois instrumentalisés, parfois non, bah, ça va faire que la radio va vraiment se diffuser en tant que média de masse. Et donc l'information en direct, elle va permettre aussi à l'audimat de se forger, si vous voulez, une opinion presque pure. En tout cas, ils ont l'impression qu'il y a moins d'intermédiaires, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, puisque comme dans tout média, il y a une instrumentalisation de l'information. Mais également, il va réagir en direct à l'information qui est donnée. Donc c'est très intéressant, puisqu'à l'époque, vous le verrez demain, d'accord, la télévision ne permet pas de faire encore ce type d'information en direct. Cependant, d'accord, l'information va avoir d'autres atouts que nous explorerons demain. Voilà, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lire la synthèse et à la compléter avec les informations qui ont été données dans cette vidéo, excusez-moi. Et nous nous retrouvons demain pour notre dernière leçon sur la télévision. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Bonne journée.